Yo les gars, Israël Guebo, vice-président du ACDI, déconstruit le bilan du président Alassane Ouattara en direct. Il profite pour recadrer également le ministre Mamadou Touré. Un vif débat, écoutons-les. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux gros défis qui atteignent cette posture post-congrès et qui concernent l'ensemble des Ivoiriens. Je voudrais commencer par une citation. Je vais la dire in texto. En réalité, ce qui crispe les Ivoiriens, ce ne sont pas les grimaces de l'opposition, ce sont les silences, c'est plutôt le silence de Alassane Ouattara. Parce qu'en la vérité, il est le seul capable de stabiliser le pays. C'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole principal du RHDP, le ministre d'État Adjoubani. Et je vais plus loin. Et ça, je vais le prendre à mon propre compte. Les Ivoiriens ont besoin d'une parole, d'une seule parole, que le président Alassane Ouattara, c'est son nom qui va libérer les Ivoiriens, son nom à l'appel des militants. Vous voyez, aujourd'hui, qu'un parti au pouvoir, depuis près de 10 ans, n'a pas encore la capacité de proposer un autre candidat que celui qui est en place depuis longtemps, on ne peut pas parler de vitalité démocratique. Je pense même qu'on est plutôt dans, comment dire ça, dans une sorte d'être agrippé à un individu, à un homme, alors qu'on devrait aller au-delà. Ce que je veux dire, deux choses. Premièrement, le challenge qui attend le RHDP, c'est d'arriver à préparer une explication à ses militants qu'il faudra trouver un autre candidat. Parce que de mon point de vue, le président Ouattara ne sera pas candidat. Il a lui-même fixé les limites de sa mandature. Vous vous rappelez très bien, il y a quelques années, il y a 5 ans d'arrière, il avait 79 ans, il disait qu'il trouvait déraisonnable qu'à 75-80 ans, on veuille rester au pouvoir ou qu'on veuille conquérir le pouvoir. C'est le même président Ouattara qui disait dans une interview en 2020, lorsque le journaliste RFI lui demandait ce qu'il va rempiler en 2025, il disait non, ça suffit, il a fait le sacrifice de trop. C'est le même président Ouattara qui disait qu'il est temps qu'une autre génération prenne le relais et fasse mieux que. Donc aujourd'hui, il va falloir que les cadres du RHDP expliquent à leurs militants, sensibilisent leurs militants à s'attendre à un autre candidat que le président Ouattara, parce qu'il ne sera pas candidat. La deuxième chose dans ce post-congrès, c'est surtout que le RHDP devra donner des explications sur son bilan aux Ivoiriens. Et ça, c'est là-dessus que la Côte d'Ivoire les attend. Parce qu'il y a beaucoup de promesses sociales non tenues sur lesquelles nous avons besoin d'avoir des comptes et le RHDP devra s'expliquer. Je vais prendre pêle-mêle quelques éléments. Vous vous rappelez, en 2010, l'un des slogans de campagne, c'était « Ne donne pas ta voix à la pauvreté ». Je pense que tous les Ivoiriens s'en souviennent encore comme si c'était hier. Mais depuis le 2011, le prix du riz, de l'huile, du savon, des scolarités, des transports, des assurances, du carburant même, a augmenté. Et ça a pour conséquence de plonger une grande partie de la population dans la précarité. Donc, aujourd'hui, on attend le RHDP sur ce point-là. Au point, c'est que le président Alassane Ouattara avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'à toutes les échelles de la société, la corruption est enracinée, elle est ancrée. C'est vrai, il y a eu des réformes avec la haute autorité, la bonne gouvernance, la Cour des comptes, ainsi de suite. Mais que vaut une réforme si dans l'applicabilité, elle n'est pas exécutive et s'il n'y a pas d'impact pour les populations? Aujourd'hui, c'est près de 1400 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire paie chaque année qui vend la corruption. Si on fait un petit calcul, 2011-2025, ça nous fait 14 ans. Alors, si on prend une calculatrice, qu'on fait 1400 milliards multipliés par 14 ans, on est autour de 19 600 milliards qui ont été injectés dans la corruption. Donc aujourd'hui, avec près de 20 000 milliards, je finis par ça, 20 000 milliards, on aurait pu faire des choses à fort impact pour la société, éducation, santé, ainsi de suite. Dernière chose sur laquelle je vais finir. Non, de toute façon, vous aurez la parole pour poursuivre. C'est sûr l'état des droits. Allez-y, terminez. Une autre des promesses que le président avait faites, c'est que sur les crises de 2010 et 2020, il avait promis de sanctionner toutes les personnes qui avaient été impliquées, quels que soient les camps, quels que soient leurs clans et quelles que soient leurs origines. Aujourd'hui, on a encore des chefs de guerre à l'époque qui, on sait très bien, ont été impliqués dans des crimes qui n'ont pas été inculpés. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens attendent que le RHDP se prononce sur son bilan, où est passé notre argent, qu'est-ce qu'on a fait de la justice et quelle est la place des Ivoiriens aujourd'hui au sein de la Mamadou Touré. Le ministre Mamadou Touré intervient à son tour et défend Alassane Ouattara. Nous l'écoutons. Je vais faire une révélation ici. Ils ont posé le problème du gel des avoirs, de dégel des avoirs. Le PPAC a dit qu'ils ont beaucoup de militants qui ont leur compte gelé. La ministre Mariétou, qui a participé au dialogue politique, a dit, écoutez, et sur la base des informations qu'on a le ministère de la Justice, pour nous, on a dégelé. Donnez-nous la liste de ceux qui ont leur compte gelé. Ils n'ont pas été à même de nous produire une liste, jusqu'à aujourd'hui. Mais mieux,
L'un des participants au dialogue, donc au niveau de la partie gouvernementale, a fait une révélation qui est importante. Gossio Marcel, paix à son âme, avait son compte qui était gelé. Mais lorsque son compte a été dégélé, il s'est rapproché des autorités compétentes à l'effet de faire en sorte qu'il y ait une confidentialité autour donc, du dégel de son compte, à cause des pressions liées au village, etc. Il n'a pas voulu qu'on communique sur le dégel de son compte. Donc de nombreux cadres de l'opposition ont vu leur compte dégélé, mais de façon pas très honnête, continuent de dire que leur compte était gelé. Mais lorsqu'au dialogue politique, on donne-nous la liste des comptes gelés, on va dégéler. Ils ont été incapables de nous donner dans cette liste jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Cette posture de candidat à l'élection présidentielle et qui fait qu'on devient populiste malgré toute l'intelligence qu'on peut avoir, où on dépeint tout en noir, sans prendre le temps donc d'aller en profondeur et avoir de la rigueur dans l'analyse. Oui, Alassane Ouattara dit qu'il ne donne pas sa voix à la pauvreté, monsieur. Lorsqu'Alassane Ouattara arrivait à tel ce pays, la pauvreté était à 55%. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, nous avons chuté à 37%. Je rappelle que depuis 1998, la pauvreté allait croissante. Et c'est la première fois que nous inversons la courbe de la pauvreté. Et les 5 prochaines années, l'idée c'est de ramener à 20%. Oui, Alassane Ouattara a dit qu'il ne donne pas à savoir, il parle du carburant. Mais s'il n'était pas populiste, il aurait pu comprendre que le prix du carburant, c'est aussi une conjoncture internationale. Le prix du baril, c'est pas la Côte d'Ivoire qui fixe le prix du baril. Mais ce qu'Alassane Ouattara a fait, lorsque l'année passée, l'année surpassée, le coût du baril à l'international est monté et que partout dans le monde, le prix du carburant est monté, nous avons subventionné à coût de centaines de milliards, près de 600 milliards de francs CFA, pour ne pas que nos populations subissent le choc donc, de la montée du prix sur le plan international. Et pas de la lutte contre la corruption, mais lorsqu'Alassane Ouattara arrivait, la Côte d'Ivoire était classée 155e pays le plus corrompu au monde. Aujourd'hui, nous sommes 69e. C'est-à-dire que les réformes qui ont été faites, même si la corruption existe toujours, ces réformes ont permis d'améliorer notre classement et d'améliorer les mécanismes de contrôle et de sanction. Vous avez donné quelques indicateurs tout à l'heure, 1400 milliards de francs CFA par an, mais qui vous donne ces chiffres? C'est la haute autorité de la bonne gouvernance. Oui, mais la haute autorité de la bonne gouvernance est l'émanation d'Alassane Ouattara. Donc il a créé un instrument fiable qui permet donc non seulement de mesurer le degré de corruption et donc d'évaluer l'impact, mais surtout de faire des sanctions. Ce que vous ne dites pas, c'est que la haute autorité a épinglé beaucoup de fonctionnaires, etc. Certains même sont passés devant les tribunaux, d'autres sont en prison, etc. Vous parlez d'impunité liée à l'acquis post-électoral. Je veux rappeler qu'en 2020, lorsque nous avons eu les conflits que nous avons connus et que le processus judiciaire s'est mis en œuvre, mais on n'a pas trié, hein, je peux vous dire que certains sont encore en prison. Je parle de la crise de 2020. Il s'est trouvé des militants de l'opposition qui sont en prison. Des militants sûrement proches d'Alassane Ouattara qui sont en prison. C'est ça une justice. Donc, j'espère qu'un jour, dans 50 ans, vous arriverez aux affaires. Mais je veux dire, on peut être opposant et sans verser dans le populisme. Voilà. Je reviens.